T'as vraiment du monde sur tout le long, tout le long, tout le long, qui arrête pas de te dire, de t'appeler par ton prénom, d'applaudir, et cetera. Enfin, ils te portent, en fait. Vraiment, ils te portent. Moi, j'arrêtais pas de tourner la tête, je regardais les étoiles, je regardais cette lune énorme, c'était magique. Ils disent: «Alix, t'es 12e féminine». Je dis: «Quoi?» Alors là, j'ai halluciné. Un deuxième poum poum dans mon cœur. Je me suis dit: «Waouh, t'es 12e sur l'UTMB, quoi». Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Si vous écoutez Les Frappés, il y a de très fortes chances que vous connaissiez l'UTMB, l'un des ultra-trails les plus emblématiques au monde, dont le départ a lieu chaque année fin août à Chamonix. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir l'une des trop rares femmes à en avoir pris le départ en 2023, Alix Fark. Alix est une personne extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois lorsqu'elle m'a invité sur son podcast Ahorita, j'espère que vous appréciez l'accent, où elle interviewe en français et en espagnol des gens qui se sont lancés des défis fous et qui sont parvenus à les réaliser. Alix s'est mise au trail en 2021 et rapidement elle a entendu parler de l'UTMB. C'est François Daen carrément qui lors d'un stage de trail lui a conseillé d'y aller si elle en avait l'opportunité pour vivre l'ambiance si particulière de l'épreuve. 9 mois d'une préparation exigeante plus tard, Alix est dans le sas de départ. Elle vise un chrono de 33 heures et termine finalement en 32. Elle se classe 29e féminine avec un doigt cassé et 2 heures d'infirmerie à l'un des ravitaillements. Son récit de la course vécu de l'intérieur, c'est pour moi un fabuleux témoignage humain de ce que peut être le sport d'endurance. C'est difficile, c'est exigeant, on affronte l'imprévisible, on doute, mais in fine, on en ressort grandi avec une nouvelle histoire à raconter. Un grand merci Alix pour le récit de ton UTMB. Excellente écoute à vous les frappés. Ah, c'est une bonne question. Alors, l'UTMB, en fait, je m'étais fixé 3 objectifs pour cette année et l'objectif sportif de l'année, c'était l'UTMB. Donc, en gros, ça faisait 9 mois que je vivais, mangeais, dormais, pensais, planifiais tout, selon l'UTMB, genre même mes vacances, quoi. Donc c'était vraiment, un gros objectif et aussi, et ben, j'ai cette phrase qui est arrivée dans ma vie il y a 2-3 ans qui dit: «Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment grands». Et ça, c'était vraiment quand j'avais l'UTMB face à cette phrase, c'était vraiment ça. Enfin, ça me faisait quand j'en parlais, ça me faisait pleurer, j'avais la voix qui tremblait. Encore aujourd'hui, hein, je suis sûre que si tu me poses, si tu grattes un petit peu 2-3 questions, je vais encore pleurer parce que ça me fait vraiment peur, c'est vraiment un gros, gros truc et c'est ça, je me disais: «Ouais, ça me fait peur, mais j'ai envie d'y aller». Donc c'était, à la fois, une grosse envie et une peur de: «Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'en suis capable?» Est-ce que tu te rappelles le moment où tu as entendu parler du TMB pour la première fois Ah, et le je vais moment te où tu t'es raconter. dit ah mais je pourrais le faire peut-être ou j'ai envie de tu vois ça me fait peur mais j'ai envie d'y aller du coup. Alors, je vais te répondre, il y a 3 moments dont je me souviens. Donc, il y a un moment, je faisais un trekking de 4 jours dans le Jura et on s'était retrouvés dans un refuge avec, 3 monsieur, qui avaient, je sais pas, 50-60 ans et qui parlaient de trekking, de hiking. Bah, tu sais, le Jura, c'est les terres de Xavier Thévenard aussi et donc là, ils ont commencé à parler du d'UTMB. Ils disent: «Non, mais l'UTMB, c'est des années pour se préparer, il faut au moins 10 ans de trail dans les pattes pour le faire» et cetera. Et moi, quand j'entends ce genre de truc, je me dis: «Bah, moi, je peux le faire, mais en moins de 10 ans, j'en suis sûre». Donc tu vois, j'aime bien, les défis comme ça. Donc ça, c'est le premier moment. Ensuite, c'est rigolo, en fait, je suis retombée là-dessus il y a quelques semaines avant l'UTMB.
J'ai un copain d'école de commerce, enfin, on était en école de commerce ensemble, on s'est complètement perdu de vue, on s'est jamais écrit après, mais bon, on se suivait sur Instagram. Et, et quand il a vu que je m'entraînais autour des Alpes, etc., il m'a envoyé un message pour me dire: «Ah, bah tiens, tu vas faire l'UTMB cette année». Et je vois dans l'historique des messages que 4 ans avant, je lui avais écrit parce que lui avait fait l'UTMB. Je lui avais dit: «Ah, PH, comment t'as fait? Comment c'est le processus pour avoir un dossard pour l'UTMB?» et cetera. Il m'avait jamais répondu. Donc il y a 4 ans, il m'avait jamais répondu, mais j'avais déjà, de l'intérêt pour ça. Et et voilà. Et en fait, ce serait peut-être les 2 éléments avec lesquels je te répondrais de l'histoire de l'UTMB, voilà. Excellent, excellent. Est-ce que tu arriverais à dire ce qui t'a fasciné plus précisément, pourquoi cette course, tu vois? Parce qu'évidemment, c'est une course d'un point de vue médiatique et c'est peut-être la Ouais, plus connue sur ce ouais. format-là aujourd'hui, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, Mmh, et des plus anciennes aussi. mmh. Donc tu arrives à dire, ce qui fait que c'est l'UTMB avec lequel, tu vois, tu as eu cette espèce de déclic et le fait de te dire: Bah, «Je me lance»? ouais, et ben, pour être honnête, en fait, oui, c'est médiatique, c'est là là là. Et en fait, il y a 1 an et quelques, j'avais fait un stage de trail, enfin, c'était un trail camp, c'était un peu reco et cetera dans les Pyrénées, et il y avait François Daen. Et donc on avait l'occasion de lui poser plein de questions. Et bah, moi, c'est vrai que plus je m'y intéressais, plus je voyais que c'était un gros truc marketing quand même. Et moi, j'aime bien les courses où il y a pas grand monde, où c'est un peu, format familial dans le petit village et cetera. Donc je m'étais dit: «Ouais, l'UTMB, peut-être pas trop». Donc je lui avais posé la question, je lui avais dit: Est-ce que tu recommanderais de courir l'UTMB?» Parce que lui aussi, tu vois qu'il a la tête sur les épaules, il aime bien les trucs pas forcément, médiatiques. Et il m'avait répondu, il m'a dit: «Franchement, si tu as l'opportunité de le faire une fois dans ta vie, fais-le, juste pour l'ambiance. Enfin, tu verras, c'est un truc, qui se retrouve nulle part ailleurs». Donc ça lui, en fait, qui m'a quand un grand monsieur comme François Daen te dit ça, je me suis dit: «Bah, si un jour j'ai l'opportunité, je le ferai». Et j'ai eu l'opportunité, donc je l'ai fait. Génial. Ah là là. J'ai pas suivi en détail, tu vois, comment est-ce que ça a évolué, mais j'ai cru comprendre que le processus de sélection pour pouvoir, Oui, t'aligner au départ de l'UTMB a quand même pas mal ouais, évolué et que c'est devenu assez complexe. ouais. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, je vais essayer de te répondre avec ce que je sais de la théorie. Et en fait, je vais te répondre pour ma partie, comment ça s'est passé pour moi, parce que j'ai eu de la chance, en fait. Donc, dans la théorie, dans la pratique, aujourd'hui, il faut avoir un certain index UTMB. En fait, non, bah, faut déjà avoir un index, une référence pour qu'ils sachent, ce que tu sais courir ou pas. Et il faut que tu aies des running stones. Et les running stones, tu les obtiens quand tu cours des courses UTMB. Donc si tu cours une course de 30 kilomètres by UTMB, ben, tu as une running stone. Si tu en cours 50, tu en as plus. Si tu en cours 100, tu en as plus. Et en fait, plus tu fais de courses UTMB et plus tu fais des courses longues, plus tu as de running stones. Donc au moment de la loterie, pour l'UTMB, eh ben, plus tu as de running stones, plus tu as de probabilité d'être choisi. En gros, c'est ça. Donc c'est un peu ça ce qui est critiqué, c'est que pour pouvoir courir l'UTMB, il faut passer par la loterie, et pour pouvoir passer par la loterie, il faut avoir couru des courses UTMB. Donc une course UTMB, potentiellement, c'est un peu plus cher, et cetera. Bref. Et dans mon cas, je suis passée par un autre canal qui est quand tu cours une course qui est une Major by UTMB. Donc en Europe, la Major UTMB, c'est dans les Pyrénées, donc en Espagne où je vis. Et si tu fais un top 10, tu as un pont direct pour la course équivalente au final UTMB, donc qui se passe à Chamonix. Donc moi, j'avais fait 3e sur une course de 100 km dans les Pyrénées. Donc j'avais mon pass direct pour la CCC. Donc c'était le 100K de UTMB. Mais j'ai écrit à l'organisation et je leur ai dit, enfin, c'est mon rêve. Et en tant que femme, je pense que je peux inspirer d'autres personnes. Et ils m'ont dit, allez, c'est bon, vas-y, passe à l'UTMB. Et voilà. Excellent. Et donc c'était quoi le trail que tu as fait en Espagne, le profil? C'était un Euh, 100. c'était 106K. Donc maintenant, c'est une course qui est un peu modifiée, qui en fait 110 et 6000 de D+. Ça s'appelle CDHC, Kaminsder. Et en fait, c'est tout ce qui est Aran, bah, UTMB. C'est dans la vallée d'Aran, qui est magnifique dans les Pyrénées. Donc, je recommande d'y aller. Et c'est en la première semaine de juillet. Et voilà, et donc il y a les 3 formats. Il y a même plus de formats maintenant. Il y a 15, 30, 50, 100 et 160K. OK. Waouh. Donc là, tu finis troisième. J'imagine que tu étais déjà. Ah non, C'était mais là, combien de temps c'était la avant ton folie. UTMB? C'était 1 an. Alors, c'est rigolo, c'était en juillet 2022. Et en fait, quand j'ai eu mon pass, j'aurais pu l'utiliser pour faire, l'UTMB en août 2022 ou Ah en ouais. août 2023. Donc moi, j'étais super chaude, j'étais là: «Oh, est-ce que je le fais cette année? Ouais, c'est dans 6 semaines, ça me donne le temps de me reposer» et cetera. Donc je me disais,
je suis prête, là, je suis entraînée, et cetera. Mais bon, j'en ai parlé avec, mon entraîneur, il m'a dit: «Tranquille, c'est pas la même chose faire un 100 miles que faire un 100K, il faut se préparer, et cetera». Donc j'ai été patiente, j'ai attendu 1 an et j'ai fait l'UTMB cette année. Mais parce que là, tu nous sors comme ça que tu finis troisième sur un 100 km avec 6000 mètres de dénivelé, ce qui est déjà enfin, un truc de fou. Mais ton passif de sportive, c'est quoi? Tu faisais déjà du trail depuis très longtemps quand tu as eu Non, 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 ce non, non, résultat ou... non. Non, en fait, enfin moi j'alterne pas mal, enfin je change pas mal de sport. J'ai fait de l'équitation quand j'étais petite, un peu d'athlétisme, après, bah, école de commerce, j'ai fait beaucoup moins de sport. Après j'ai fait un petit peu de rugby, j'ai fait un peu de après j'ai vécu au Mexique, j'ai fait de l'alpinisme, un petit peu d'escalade, mais enfin je change un petit peu comme ça. Et quand je suis arrivée en Europe il y a 2 ans, enfin quand je suis rentrée en Europe il y a 2 ans à Madrid, je connaissais personne, je connaissais rien et ma boîte en fait elle sponsorisait un trail et je leur ai dit, «Ah bah tiens, ça sera bien, comme ça j'arrive à Madrid, je me mets un objectif sportif et voilà donc chère boîte, est-ce que vous avez des dossards, gratuits pour les employés?» Ils me disent: «Oui, mais juste sur le trail de 60 kilomètres». J'étais là: «Oh!» Donc ça, c'était il y a 2 ans. Donc je me suis inscrite sur le trail de 60 kilomètres en pensant que enfin, je me disais: «Bon, bah, c'est bon, c'est gratuit, au pire, je sors à la moitié, j'aurais testé le truc et cetera». Et au final, je cours le trail et je finis 3e et j'ai adoré le trail. Enfin, c'était trop beau dans la nature, toute la journée, enfin, c'était génial. Et je finis 3e et je me dis: «Waouh, en fait, c'est trop bien» et donc et ben, à partir de là, je me suis mise à courir un peu enfin et puis j'ai commencé à connaître un peu l'Espagne, j'ai connu les Pyrénées et donc ça, ce trail, c'était en octobre, 2021 quand je suis arrivée en Espagne et puis rapidement, j'ai connu les Pyrénées, genre en décembre et quand j'étais dans les Pyrénées, j'ai vu un prospectus qui disait, «Ah bah, il y a la course du Val d'Aran, en juillet, les 100K» et je me dis: «Bah, hop, c'est le prochain objectif». Donc je me suis mis aux 100K et voilà. Non, mais après quand tu dis 3e sur une course, enfin c'est vraiment relatif. En fait, ça dépend du plateau qui est là. Enfin, je préfère faire, tu vois, sur les TMB, j'ai été 29e féminine. Je préférais 29e féminine et que devant moi, il y ait des Courtney Dauwalter, qui est, Blandine Hirondelle, des gens comme ça, que 3e sur une course où bon, la première c'était Katie Scheidt quand même. Elle m'a mis 4 heures dans la vue ou 3 heures. Mais après, enfin, il y avait pas un vrai plateau de super, coureuses et cetera. Donc ça tu peux être je dis tout le temps, je préfère être la dernière des bons que la première des moyens ou des amateurs, quoi. Voilà. Hmm. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu reçois la réponse du TMB, que tu Non, vois mais que c'est bon, tu peux ne pas alors partir sur la CCC, mais sur l'UTMB? j'ai vu ça, je me suis levée tout de suite, j'étais mais en fait, je pouvais en parler à personne parce que personne ne connaît le trail, Ouais. tu dis UTMB, ils disent: «Quoi?» Alors personne j'étais trop contente, j'avais des larmes aux yeux de joie, quoi. Donc j'écris tout de suite à mon entraîneur, je lui dis: «Pablo, je suis prise pour l'UTMB» et il me dit: «Bon, bah, on va travailler, pour les prochains mois, quoi» et ouais, non, mais je sautais de joie, j'étais trop contente et en même temps, je me disais, «Ouais, bah, c'est une grosse montagne, je sais pas par où je vais passer, mais bon, c'est bon, quoi, le chemin est ouvert, j'y vais». Et une fois cette euphorie passée, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour te préparer? Alors, j'étais tout à fait consciente qu'avec mon petit passif de trail, enfin, ça faisait, 1 an que je m'étais mise au trail vraiment, il allait falloir que je trouve des raccourcis et que je sois bien accompagnée. Donc j'ai fait plein de trucs. En fait, toute ma vie, je l'ai je l'ai organisée autour de ça. Donc bah, je sais qu'il y a des gens qui critiquent pour ça et cetera. Mais bon, enfin, moi, je vais te dire ce que j'ai fait et je pense que quand tu as un rêve en face de toi, il faut vraiment s'en donner les moyens. Tu vois? Enfin, il y a des gens qui arrivent sur des trails et qui disent: «Ah mais j'ai rien entraîné» et cetera. Je dis: «Bah, c'est dommage, quoi». Enfin, moi, l'UTMB, c'était mon rêve, donc j'ai vraiment tout aligné pour faire ça. Donc j'ai fait, déjà, nutritionniste. Donc on m'a recommandé une nutritionniste qui est spécialisée en trail parce qu'il faut apprendre à enfin, comment tu manges et qu'est-ce que tu manges pour que ton estomac, il te pose pas de problème pendant 170 kilomètres. Donc pendant une course qui peut aller jusqu'à parce que l'UTMB, la limite, c'est 46h30. Donc, qu'est-ce que tu manges pendant 46h30 pour pouvoir courir et alimenter bien ton corps? Donc, j'ai travaillé avec une nutritionniste. Ensuite, bah, j'étais dans un groupe de course à pied qui n'est pas forcément spécialisé en trail, mais bon, ça, c'était mon groupe et donc j'avais mon entraîneur. Après, bon, ça, c'est une habitude que j'avais déjà, bah, quand tu fais du sport, enfin, moi, je trouve que c'est bien de voir au moins une fois par mois tu sais faire un massage sportif. Mmh. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, je me suis vachement intéressée à la préparation mentale. Donc,
J'ai contacté l'équipe de Pierre David. En plus, ils montaient un truc en Espagne, donc j'ai rencontré le mec qui montait ça en Espagne. Donc, tu vois, on parlait un peu de dépolarisation, tout ça. Enfin, déjà, ça m'intéresse dans ma vie perso, le développement personnel, mais en plus, enfin, allier l'utile à l'agréable, me former, et tout ça. Donc, voilà. Voilà, mental, physique. Ah oui, l'autre truc que j'ai fait, c'est moi, je déteste aller à la salle de sport, mais je me suis quand même inscrite à une salle de sport pour y aller 2 fois par semaine pour, tu vois, faire du renfo, du gainage, tout ça. Et j'avais déjà la pratique du yoga. Ça fait un moment que je fais du yoga, mais là, je faisais 2-3 sessions par semaine pour, ça complète vachement bien le trail parce que le trail, c'est de l'impact, c'est, potentiellement des chutes aussi, et le yoga, tu vois, ça étire, ça relaxe, et cetera. Donc en gros, c'est à peu près, tout ce que j'ai fait pour préparer l'UTM. C'est super intéressant. Approche méga complète au final de la nutrition à la prépa mentale en passant par tu vois, de la préparation physique généralisée, du renforcement. Mais à côté de ça, tu avais un taf normal, Ah j'imagine. Enfin, je oui! le Ah sais, mais je te le pose la truc, c'est question. que, voilà, tout le monde me pose des questions, mais la clé et ma chance ici, c'est que j'ai pas d'enfant, en fait. Donc voilà. Et l'autre truc, c'est que j'ai sacrifié ma vie sociale, à fond. Enfin, tu vois, j'habite à Madrid. Madrid, c'est la ville de la fête où tu sors tout le temps. J'habite dans le centre. Quand je sortais m'entraîner le matin à 6 heures du mat pour aller courir 20 kilomètres, je croisais des gens qui rentraient de soirée, quoi. Enfin, je croisais très, très peu souvent des coureurs. Je croisais beaucoup plus souvent des gens qui rentraient de soirée. Et donc, parfois, oui, j'étais contente d'aller courir, je rentrais contente, mais parfois je me disais, en fait, tu rencontres personne, quoi. Enfin, mais bon, je me disais tout le temps, c'est temporaire, c'est une phase d'entraînement. Et c'est vraiment ça, en fait. Je me suis dit, j'ai un objectif, c'est une fois dans ma vie, je vais tout aligner enfin, je vais donner le meilleur de moi-même pour y arriver. Et aujourd'hui, enfin, j'avais vraiment tout aligné pour aller là. Et je me disais, c'est la première étape. Et le 3 septembre, quand c'est terminé, eh ben, j'aurai une nouvelle étape dans ma vie et je ferai d'autres choses, je me rouvrirai à la vie sociale, et cetera. Voilà. Excellent. J'ai l'impression d'entendre un peu, tu vois, c'est la différence entre motivation et discipline. C'est-à-dire Ouais. que moi, je suis un peu je crois qu'on en avait parlé quand tu m'avais très, très gentiment invité sur ton podcast. D'ailleurs, je mettrai le lien, mais s'il y en a qui veulent aller écouter ton Ah ouais. podcast, Ahorita, je vous le recommande, c'est juste génial. Mais il me semble qu'on en avait parlé, tu vois, cette différence entre Oui. la motivation, finalement, ça va, ça vient. La discipline, c'est en réalité ce qui fait la différence parce que est-ce que c'est possible de vraiment kiffer, te lever à 6 heures du mat quand il fait nuit toute l'année pour tes entraînements? Ça paraît compliqué d'être motivé à faire ça. Par contre, avoir la discipline, avoir les routines en place Mm. pour maintenir cette habitude, in fine, voilà, l'effet composé, c'est là que la différence se fait. Exactement. Moi, je dis tout le temps cette phrase, c'est un petit peu tous les jours. Et moi, je suis super organisée tout le temps. Donc, j'ai un calendrier de 365 jours. Donc, c'est une petite case par jour. Et tous les jours, j'écrivais ce que je faisais. Parfois, c'était rien. C'était, ouais, c'est bon, j'ai fait mon petit entraînement. Je suis allée courir 30 minutes. Aujourd'hui, j'ai fait yoga. Là, j'ai fait ma sortie longue ce week-end. Et tous les jours, j'écrivais. Et quand tu vois ça, tu dis, je fais un petit truc tous les jours, mais ça avance, ça avance, ça avance. Et puis, je voyais le 1er septembre qui était encadré en gros sur le calendrier. Et j'étais là, j'y arrive, ça va aller. Ça motive aussi. Ouais, complètement. Complètement. Je crois que c'est Tony Robbins qui dit ça, qu'on a tendance à largement surestimer ce qu'on peut faire sur une période de temps très courte Oui, et largement sous-estimer ce qu'on est capable de faire ouais, sur une période un peu plus longue. Alors, je sais plus je crois qu'il prenait 1 an, 10 ans, tu vois. ouais. Mais je pense que ça s'applique carrément sur une prépa pour un événement comme l'UTMB sur 1 an, comme tu l'as fait. Ouais. Super intéressant. D'un point de vue nutrition, si on fait un micro-zoom, on ouvre une petite parenthèse, Oui, c'est quoi, ouais. toi, ce que tu as retenu, tu vois, de cet accompagnement, s'il y avait les Ah. 2-3 leçons importantes? Les leçons importantes, c'est manger. Ouais. D'ailleurs, pendant l'UTMB, en fait, tu vois, je me suis entraînée 1 an, mais j'ai pas mangé suffisamment les premiers ravitaux avec assistance, donc j'en ai payé le prix après. Mais c'est manger. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment mettre de la nutrition nature. Enfin, j'ai essayé de. euh, alors, donc manger. Ensuite, des produits naturels, parce que si tu fais que avec des gels, c'est pas possible en fait. Mais donc mettre de la nutrition nature. Donc moi, j'avais genre pâte d'amande, des dattes, sur les, enfin, ouais, enfin des produits naturels solides, etc. Des fruits. Mettre du salé. Ça Hmm. c'est important, déjà en termes théoriques, scientifiques, et cetera. Et puis franchement, en tant que coureur, enfin, tu peux pas faire 40 heures à manger que du sucré.
et entraîner l'estomac à tout, quoi. Enfin, moi, j'ai rien mangé que j'avais pas essayé avant, dans les Ouais. mois avant, quoi. Donc, parfois, il y a des gels que j'essayais, je disais, ah ben non, ça, je peux pas du tout. Et voilà. Donc, c'est ça. Ok, donc l'accompagnement avec la nutritionniste, c'était vraiment un focus sur la nutrition en course, pas nécessairement sur la nutrition tout au long de ta prépa, sur tu vois, Ah si, il y quoi avait aussi manger. sur ouais, il y avait aussi sur le long de la prépa, mais bon, enfin, en gros, elle me donnait des petits menus pour manger équilibré, mais moi, enfin, je suis pas du tout je peux pas suivre un menu, alors aujourd'hui, tu vas manger, 80 grammes de haricots, enfin, bon, Ouais, je suis pareil. j'ai appris à composer une assiette avec, 3 trucs, les féculents, les protéines et les légumes, quoi. Puis, avant, je mettais pas suffisamment de fruits dans mon alimentation, donc ça m'a fait du bien de mettre plus de fruits. Puis ce que j'aimais bien avec elle, c'est que je lui ai dit, enfin, moi, je suis pas trop viande, par exemple, donc elle me mettait, enfin, elle me proposait des trucs. Elle me donnait plus des idées de recettes. C'est ça que j'ai bien apprécié, c'était des idées de recettes un peu plus tendance végétarienne. Et puis voilà. Puis aussi, c'est se faire plaisir, mettre de la couleur dans ses plats, changer. Ça, c'est Hmm. enfin, en dehors de la course, c'est ça. C'est vraiment la variété, tester des nouvelles recettes, et puis se faire plaisir, tu vois, faire des trucs sympas. Voilà. Super, super, super. Je suis toujours curieux sur ce sujet parce que c'est vrai que pour avoir commencé à m'y intéresser à travers le triathlon, Ouais. où je pense que j'avais une approche, enfin, je me suis un peu, je suis allé regarder sur internet comment on prépare un Ironman. J'ai vu qu'il y avait des fichiers Excel dispo, tu vois. Donc j'étais en Ouais. mode bon bah faut que je sois en mode ingénieur à peser Mhm. mes aliments, etc. Et Non. ça m'a un peu, Ouais. depuis, je suis un peu en mode comme toi, tu vois. J'ai beaucoup de mal Non, à. mais en fait, il faut trouver ton truc. Parce qu'il y a des gens, Ouais. ça les rassure de tout peser, de tout blablabla. Bah, ok, et ça, des gens, ça marche pour eux. Moi, le truc de peser, de suivre exactement les plats, bah, tu vois, en fait, ce que je fais beaucoup, c'est le dimanche, je me cuisine un peu pour toute ma semaine, surtout l'hiver. Tu vois, je mets tous mes légumes au four et tout ça, ou je fais des soupes, etc. Puis après, le soir ou le midi, j'arrive, et donc c'est les trucs que j'apporte au bureau le soir quand je rentre à la maison. Si j'ai envie de quoi aujourd'hui, et j'ai plusieurs options dans le frigo, et là, c'est moi qui choisis, mais je sais à peu près équilibrer. Ouais. J'ai pas besoin de suivre exactement un menu. Donc c'est ça le truc de se faire plaisir, et puis savoir être flexible aussi, tu vois. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Du coup, ta stratégie de course, d'un point de vue alimentation, hydratation, tu l'avais définie au cordeau ou pareil, tu avais un peu les grandes lignes et Ouais, tu j'avais les savais que tu allais grandes lignes, t'ajuster. mais en gros, alors, hydratation, ben, moi, je sais que je bois pas mal quand même, enfin, pas tant que toi, mais je bois pas mal. Donc, je suis à peu près 600 millilitres de liquide par heure en alternant eau et isotonique. Donc, moi, je suis abonnée à Oversteam. J'adore les Oversteam longue Ok. distance. Et j'avais commencé à tester la Morten. Donc, Morten, je sais que c'est plus cher, mais tu vois, c'est plus neutre, et puis elle est très très bien dosée. Donc en fait, ce que j'ai fait pour pas charger trop mon sac aussi, je je suis partie avec de l'Oversteam enfin, j'ai une gourde d'eau et une gourde isotonique, donc je suis partie avec de l'Oversteam dans ma gourde. Après, l'UTMB sur toute la course, eux, ce qu'ils proposaient en boisson déjà mélangée, c'était du NAC. Donc j'avais regardé, c'était même un petit peu mieux dosé que le Oversteam. Donc je remplissais avec du NAC, de la marque NAC. Et au ravito, il y avait 5 ravitaux avec assistance. Donc à chaque ravito avec assistance, j'ai mon assistant, donc ça c'était trop cool d'avoir des assistants, qui me donnait une gourde d'eau et une gourde avec de la mortaine. Donc en fait, ça fait 5 fois j'ai eu une gourde avec de la mortaine. Mais donc ça, c'était la boisson. Et niveau nourriture, ben, en gros, encore une fois, il y avait 5 ravitaux avec assistance. Donc à chaque ravito, assistance, il me donnait un sac qu'on avait préparé en amont. Et en gros, j'avais ce qu'on avait mis dans le sac, c'était un petit peu de tout pour que je puisse me servir selon ce dont j'avais envie, quoi. Donc il y avait un petit peu de gel, mais il y avait aussi donc pâte de fruits, pâte d'amande. Il y avait toujours une barre salée, une grosse barre salée. Qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? Ouais, en gros, c'était ça l'alimentation, je dirais. Bon, après, il y avait des sels. Alors, j'ai appris que les sels, c'était pas forcément bon. Heu, voilà, voilà. Donc, il me donnait toujours on vidait mon Ouais. gilet de toute l'alimentation, on remplissait avec ce qu'on avait mis d'autre, et après, mon objectif, c'était de manger, je mange une fois toutes les 45 minutes, toutes les heures.
Donc, puis je me mets pas de reminder, mais ça vient tout seul. Tu sais, tu sens que tu as faim, tu vois une côte, tu dis je vais me mettre un petit coup de boost, tu manges un petit truc et puis et voilà. Donc ça, c'était la stratégie d'alimentation pendant la course. Ok. Et sur les transitions, par curiosité, je sais pas si tu l'as vu, mais Mathieu Blanchard, il a mis un petit Ah oui, tableau ouais, comparatif sur les temps de transition ouais. De l'année dernière qui versus était cette assez année. intéressant. Ouais. Toi, tu étais à combien à peu près? Tu as regardé? Ou... Ah, alors, j'ai pas regardé. Le truc, c'est que, on en parlera peut-être après, mais en gros, j'ai eu un gros blackout, on va dire, à Champais. Je me suis arrêtée 2 heures. J'étais à l'infirmerie. Mais sinon, le premier, je pense que j'ai mis. Non, ils m'ont dit, et c'est mon assistant qui m'a dit, non, mais le premier, t'es pas. Je suis partie comme une balle, en fait. J'ai dû mettre 1 minute 37 avec lui, un Ah truc comme ouais, ça. En plus, du Mathieu je suis Blanchard, arrivée quoi. parce que je me sentais super bien. J'ai dit, vas-y, passe-moi ça. J'étais même un peu. J'étais, ah, mais vas-y. Non, j'ai pas été méchante, mais j'étais un peu accélérée, on va dire. Et puis après, le suivant, c'était à Courmayeur. Là, je me suis plus posée, etc. Je pense que j'ai plus mis 6 minutes. Ouais, je crois que j'ai mis 6 minutes. Après, à Champais, je te dis, j'ai fini à l'infirmerie, donc je suis restée 2 heures à l'infirmerie. Et après, les suivants, j'ai pris plus de temps aussi. J'ai dû mettre 6 minutes. Ouais, 5-6 minutes. Ok, c'est... Ouais, le rythme est quand même méga soutenu. Hein. C'est En fait, quand super t'es. impressionnant. Alors, déjà, il y a des gens qui n'ont pas d'assistant, donc ça fait des pauses plus longues. Mais quand tu as ton assistant et puis que le mec, il est super calé, dans mon cas, c'était un mec ou une fille. Et tu vois, il me préparait tout, il me disait: «Ça, c'est prêt», enfin des petits trucs à manger, c'était tout prêt. Il m'avait préparé mes bouteilles d'eau et cetera. Enfin, j'avais juste à si je m'asseyais, c'était juste pour souffler un coup, quoi. J'avais pas besoin en soi de rester plus longtemps au Ouais. ravito. Ça ressemble de plus en plus au pit de Formule 1. Tu sais. Ouais, T'arrives, boum, les ouais, flasques sont retirées, changées. ouais. Ok, bah écoute, merci pour ce petit zoom sur la partie nutrition, stratégie d'alimentation, etc. Si on fait une espèce de fast forward, on a pas mal parlé de la préparation, comment est-ce que tu en es arrivé à obtenir ton dossard. Dossard numéro d'ailleurs 248. 248. Est-ce que tu penses qu'il va rester gravé dans ta tête ce numéro? Non, non, Non. non. Numéro de dossard, non, t'es pas d'association avec le numéro. Ok. Mais si on fait un fast forward, tu parlais de ce stage dans les Pyrénées où François Daen t'avait dit clairement, si tu as l'opportunité d'y aller pour Ouais. l'ambiance, vas-y. Je sais que tu es arrivé à Chamonix quelques jours avant, mais on en parlera peut-être après. Mais là, si on se projette, si on revient au moment où tu es sur la ligne de départ, Ah, ouais. dans le SAS, il se passe Ouais. quoi d'un point de vue émotion, ambiance? Non, alors là, c'est en fait, c'est marrant parce que, en fait, tu vois, j'avais tous les jours un truc, ça me rapprochait, ça me rapprochait, ça me rapprochait du but. Et en fait, plus ça se rapprochait, plus j'étais sereine. Et il y a des gens qui commençaient à m'écrire 1 semaine avant l'événement, 3 jours avant l'événement. Ils disaient: «Alors, ça va, tu stresses pas trop?» et cetera. Et je me sentais tellement sereine, j'avais juste envie de partir, quoi. Je me disais, «Ça fait 9 mois que je bosse là-dessus, j'ai juste envie de partir». Donc dans le sas, j'étais déjà dans ma bulle, en fait, parce que je savais ce qui nous attendait. J'avais revu le parcours 1000 fois dans ma tête, parfois quand je me couchais le soir, je me voyais, je me disais: «Ah là, tu arriveras à Courmayeur, après il y a la petite descente, après là, ça monte comme ça». Je voyais tout. Je l'avais tellement mâché, 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 j'en avais rêvé, je l'avais visualisé, mais tellement de fois. Je me disais: «C'est bon, on est là, quoi». Donc d'un côté, j'avais commencé à être dans la bulle et puis c'est passé super vite, en fait, parce que je suis rentrée dans le sas. Hem Il y a eu, les petits mots du speaker un peu, émouvants comme toujours. Après ils mettent la musique, donc là, bien sûr, j'ai les larmes qui ont coulé. Tu tapes un coup dans tes mains, puis tu entends 3, 2, 1, go! Et après c'est parti. Et quand j'ai commencé à courir, c'est là, je me suis dit parce qu'en fait, moi, je me suis dit, je faisais vraiment gaffe les jours avant. Je me disais: «Ce serait con de te tordre une cheville sur un trottoir à Chamonix» et cetera. Donc je faisais vraiment attention et je me disais: «J'espère que je serai, saine sur la ligne de départ, que je pourrai partir». Et quand ils ont dit go et que j'ai commencé à faire les premières foulées, j'ai dit: «Ça y est, tu dedans». Et voilà. Donc voilà le l'ambiance à la ligne de départ. Ça a été assez Et sur, rapide au final. Ouais, moi c'est un truc, je sais pas s'ils le font systématiquement, mais je me rappelle que la PTL, c'est pareil, tu vois, il y avait de la musique, etc., le speaker, et puis un moment où il y avait juste la musique, personne parle, et d'un coup, 3, 2, 1, go, tu vois, on était là, Mmh. ah bon, ok, Oui, bon, bah on y oui, va, tu vois. oui, ouais. C'était pareil vous aussi? Bah, ouais, ouais, ouais. C'est passé super vite. En plus,
Il y a une fille, bah, justement, c'est celle qui avait fait 2e, à la CDHC, donc 1 an avant, alors elle, c'est une Bolivienne qui vit aussi en Espagne et je l'ai recroisée sur plusieurs courses, donc elle avait fait 2e sur l'autre et elle était passée à l'UTMB aussi. Donc on s'est suivis, enfin, tu vois, on s'écrit, machin et on était ensemble sur la ligne de départ, donc elle était à côté de moi et le départ, c'est à 18h et à 17h59, elle me dit: «Vas-y, fais une vidéo, parce que moi, je suis trop petite» et cetera. Donc le stress, elle me fait sortir mon téléphone, faire la vidéo, pendant qu'il y avait la musique UTMB et cetera et en fait, j'avais à peine terminé la vidéo, ils disent: «Go!» J'étais: «Ouh là là, je range mon téléphone, on y va, quoi». Donc j'ai pas trop eu le temps de me rendre compte de tout ça. Une fois que le départ est annoncé, du coup, tu dirais qu'il te faut combien de temps pour pour switcher du mode ouah, je suis, tu vois, empli d'émotions, c'est incroyable, je suis en train de réaliser mon rêve, à ok, maintenant focus, je déroule, approche un peu plus, on va dire, le combat, quoi. Bah, je te dirais à la première seconde, hein, franchement. Ah ouais, direct, En fait, je ok. suis partie et j'étais focus, quoi. C'est parti. Bon après, je te dirais, en fait, j'étais dans ma bulle dès le enfin, je pense que les jours avant déjà, j'étais dans ma bulle, quoi. Hmm. Enfin, je faisais attention à moi, enfin, je pensais ça, quoi. Enfin, j'étais focus, focus. Après, c'est vrai qu'il y a la je sais plus comment on dit en français, la liesse, ou l'allégresse du début, donc tu pars. Tu sais pas à combien de kilomètres heure tu vas, mais il faut pas regarder ta montre. Donc tu pars, il y a des gens partout, c'est enfin ça et puis en plus, tu sais, tu es en France et en fait, j'ai calculé, il y a à peu près, 20 de Français dans les coureurs. Donc ça veut dire que entre guillemets «un coureur sur 5» et on est, qu'1 fille sur 10 coureurs. Donc il y a à peine 10 de femmes qui courent. Donc quand ils voient une femme qui court, en plus française, ils disent, «Allez Alix!» Tu vois? Ils voient ton nom sur ton dossard et ça donne un boost d'entendre ton prénom, c'est, «Allez Alix!» Donc enfin moi je me sentais, enfin Tu volée t'envoles, quoi. ouais. Enfin je Ouais. me rendais même pas compte que je courais pendant des kilomètres et donc ça c'est jusqu'aux Ouches parce qu'après les Ouches là, il y a la grosse montée qui commence, enfin ça commence là. Donc je dirais jusqu'au kilomètre, 13 environ, tu bah, tu es parti, tu es dans l'allégresse et après là, c'est quand tu sors tes bâtons, je pense c'est bon, tu commences à rentrer dans le dur. Hmm. C'était quoi pour toi les grandes étapes, en tout cas les sections qui t'ont vraiment marqué, euh, tu vois, quelle que soit la raison, la beauté, la difficulté, peut-être l'ambiance, parce que moi j'ai vu des Ouais, vidéos de certains passages qui étaient ouais, ouais, complètement ouais, délirantes. ouais. Mais est-ce que voilà, tu arriverais à nous, tu vois, nous parler de quelques-unes de Ouais, ces sections qui pour toi étaient vraiment OK. Donc, marquantes? bah, alors la première section, je dirais, c'est jusqu'aux Ouches parce que tu as vraiment du monde sur tout le long, tout le long, tout le long, qui arrête pas de te dire, de t'appeler par ton prénom, d'applaudir et cetera. Enfin, tu te sens, enfin, ils te portent, en fait. Vraiment, ils te portent. Donc c'est incroyable. Je me souviens même alors première erreur de ma part, les Ouches, tu arrives, bah, dans la rue centrale qui est assez large et en fait, le ravito, il est au milieu donc enfin, il y a des robinets, au milieu donc les gens, ils s'arrêtent pour mettre l'euro et moi, je suis arrivée tellement comme une balle, je me sentais tellement, légère comme ça, j'ai avancé, avancé, broum, j'ai passé le ravito et j'ai pas rempli mes gourdes. Enfin, je les ai touchés rapidement, j'ai dit: «Ah, c'est bon, j'ai suffisamment de liquide» ou je me dis: «Oh, peut-être que je remplirai vers la fin du ravito» et il y avait pas de fin du ravito. En fait, je l'ai passé comme une balle, je me suis même pas arrêtée et j'ai fait: «Merde, le prochain ravito est à Saint-Gervais, j'ai pas rempli mes gourdes, heu, j'ai intérêt d'aller vite pour pas manquer de quoi». Donc bref, donc ça, je dirais la première partie, allégresse, machin, parce que c'est en gros, c'est du plat, il y a des mini montées et cetera. Donc voilà, jusqu'aux Ouches, kilomètre, je crois que c'est enfin, j'espère pas dire trop de bêtises, mais 13, je crois. Après, bah, ça continue un peu l'allégresse parce qu'aussi on commence à 6 heures de l'après-midi donc bah, tu vois, il y a le soleil qui commence à partir donc Hmm. on part de jour. Après, Saint-Gervais enfin jusqu'à Saint-Gervais, pareil, tu arrives à Saint-Gervais, le village, il est blindé, il y a plein de monde, c'est la folie sur la place du village, voilà, enfin, tu arrives, il y a des gens partout, partout, partout. Tu repars, pareil, il y a des gens mais enfin, tu sais, il y a une petite montée pour repartir et enfin, je pense que si j'avais toute seule, j'aurais marché, mais les gens, ça te porte tellement qu'ils disent: «Va allez-y!» Il y a des enfants qui me disaient: «Vas-y, allez-y madame». Donc tu as envie de courir, en fait, donc tu cours, machin. Donc ça continue bien comme ça et après, en fait, je pense qu'après Saint-Gervais, c'est là où, dans mon cas, enfin, au rythme où j'allais, c'est là que la nuit a commencé à tomber. Donc en plus, on passe dans des petits bois, donc ça commence à devenir obscur. Donc la deuxième partie, je dirais, c'est le moment où j'allume la frontale. Donc là, tu rentres dans la nuit.
Parce que moi, avant l'UTMB, j'avais jamais couru de nuit, donc je me suis entraînée plusieurs fois à courir de nuit, mais genre 2-3 heures à la tombée de la nuit. Mais jamais, genre entrer dans la nuit, faire toute la nuit et ressortir de la nuit. Ça, c'est complètement différent, quoi. Donc, je dirais la deuxième partie, c'est ça, c'est la nuit. Et en fait, c'est magique parce que c'était une nuit après la pleine lune. Donc, t'imagines, t'es au milieu des montagnes, il fait tout nuit, tu vois une énorme pleine lune sur ta droite, tu vois des étoiles partout. Enfin, moi, genre, les gens, ils étaient focalisés sur le chemin. Moi, je n'arrêtais pas de tourner la tête, je regardais les étoiles, je regardais cette lune énorme, c'était magique. Et enfin, à un moment, tu es sur un chemin, un chemin plat et tu vois devant toi la grosse montagne et puis tu vois des lampes torches qui montent en zigzag comme ça. Enfin, tu vois juste Oh, la ouais. petite lampe qui monte. Donc, ça fait un petit peu comme si c'était des étoiles qui bougeaient, puis tu lèves encore plus la tête et là, c'est des vraies étoiles. Donc, ça, c'est trop beau. Voilà, donc Là, à ce après moment-là, Saint-Gervais t'es déjà seul. mmh? C'est-à-dire qu'il y a de la Non. distance qui s'est déjà mis, ça s'est éclaté Ouais, ou il y a de t'es la vraiment distance. Enfin, dans. tu pas non, oui, oui, enfin, tu as des coureurs, devant, derrière toi, enfin moi jusqu'à Courmayeur, en gros, j'avais toujours, vraiment à la vue, des coureurs, devant moi. Pas tout le temps derrière moi, mais devant moi, tu vois, au loin, j'avais toujours, quelqu'un. Et donc après Saint-Gervais, en fait, le 1er gros stop, c'est, les Contamines. Donc c'est le premier ravito avec assistance. Donc ouais, c'est ça. Donc je te dis enfin, pour répondre à ta question, la première partie, c'est un peu l'allégresse où il y a tous les gens et cetera. Voilà, c'est le départ, c'est sympa. Après, tu rentres dans la nuit, tu arrives aux Contamines. Donc là, tu as le premier ravito et dans cette partie de nuit, en fait, après les Contamines, tu avances, c'est peu de kilomètres et tu arrives à Notre-Dame-de-la-Gorge qui est un peu, le ravito, super sympa parce qu'en fait, il y a Oka qui met des espèces de cerceaux comme ça, très grands, Ah oui. multicolores, phosphorescents. Donc tu passes là-dedans, c'est un peu, d'un autre monde. Enfin, j'avais déjà vu ça sur l'UTMB l'année dernière et j'avais trouvé que c'était sympa. Donc voilà, je passe dedans, mais sans plus, tu vois. Et donc je m'étais dit, ah bah c'est ça l'ambiance Notre-Dame-de-la-Gorge. Ouais, ok, c'est sympa. Et en fait, l'ambiance, c'est pas dans les cerceaux, c'est après. Parce que là, tu as la montée pour le col du bonhomme qui commence. Et là, mais moi, j'ai halluciné. En fait, tu as des gens qui sont, enfin, je sais pas à quelle heure il est peut-être, j'en sais rien, 10 heures du soir, 11 heures du soir. Et tu as des centaines de personnes dans toute la montée, mais toute la montée, tu te croirais vraiment au Tour de France. En fait, tu montes, tu es en montée, donc tu pousses sur tes bâtons et les gens, ils sont, tu vois, du coup, tu vas un peu plus lentement, tu vas pas à fond comme si tu étais sur un vélo Tour de France. Et les gens, ils sont sur toi, ils te crient dans les oreilles, ils sont avec leur cloche. Et il y a des gens qui avaient des tronçonneuses. En fait, ils avaient enlevé la lame et ça faisait fou, fou, fou. Enfin, tu montes, Mais c'est du non. n'importe quoi. Et puis ouais, ils voyaient que j'étais française, ils étaient allez, Alix, allez la France, vas-y, tu nous fais rêver. Enfin, tu vois, ils disent des trucs comme ça. Donc moi, ça me faisait rigoler, mais en même temps, enfin, t'es dans la montée, ça te porte ce truc, c'est un truc de malade. Donc en fait, tu passes tout ça et après, bon, bah, il y a un moment, les gens, ils sont pas montés non plus 10 km dans les bois. Donc c'est marrant parce que tu passes de tout ça autour de toi à cri-cri, aucun bruit, nuit noire. Et puis là, ça monte. Puis tu sais que c'est une montée, enfin, en gros, l'UTMB, c'est 10 montées de 1000 D+, en gros. Donc tu sais que tu as 1000 D+ à faire, quoi. Donc voilà, tu continues dans la nuit, tu vois la lune, c'est trop beau. Tu arrives au sommet du col du Bonhomme après une longue montée. Bon, je vais la faire courte en gros, mais bon, tu passes toute la nuit comme ça et après, tu arrives à donc le deuxième ravito important, c'est, avec assistance, c'est Courmayeur. Donc la deuxième phase dont je viens de te parler, en gros, pour moi, c'est la nuit. Et la nuit, pour moi, elle s'est à peu près terminée à Courmayeur. Je suis arrivée à Courmayeur à, je sais plus, 5h30, 6h du matin. Il faisait encore nuit. Mais voilà, je suis arrivée là-bas. Donc, je dirais, pour moi, la fin de la nuit, c'est Courmayeur. Parce qu'après, ensuite, ce qui suit, c'est une grosse montée. Donc, j'ai vu le soleil se lever dans la montée après Courmayeur. Et, et voilà. Et le ravito suivant, c'est Champais. Et en fait, entre Courmayeur et Champais, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou peut-être que je sais un peu, j'ai pas mangé aux Contamines, j'ai pris une petite compote. J'ai pas mangé bien à Courmayeur, j'ai pris un bout de jambon et donc je suis arrivée, sèche à Champais. En plus, je pense que je me suis, tordu une cheville dans une descente et en fait à Champais, je suis arrivée, enfin je pensais que j'allais abandonner, enfin je m'étais vraiment dit dans ma tête que j'allais abandonner et là, c'est en gros c'est la troisième phase qui commence. Je te dirais peut-être la 3e et la dernière. Enfin, je vais essayer d'être. Enfin, j'ai déjà beaucoup parlé, mais en gros, à Champais, je suis arrivée fondue. Je m'étais fait une entorse, j'avais mal au genou, je m'étais cassé un doigt. Ah oui, en arrivant à Courmayeur, je suis tombée, je me suis cassé un doigt.
Je savais pas qu'il était cassé, mais j'avais mal. Et puis à Champé, en fait, je suis arrivée, ça allait pas bien. J'ai fait un malaise vagal. Ils m'ont emmenée à l'infirmerie. Ils m'ont pris ma Ah tension. Ils ouais. m'ont pris mes niveaux de sucre. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ils m'ont couché sur un lit sous une couverture de survie. Et ils m'ont dit, bah, dormez, dormez, essayez de dormir. Donc j'ai dormi 20 minutes. Après, enfin, j'avais la cheville, je pouvais pas poser le pied. Enfin, ça allait pas. Et en fait, tu vois, j'ai fait une première sieste de 20 minutes et après, je me sentais tellement bien dans le lit et je me suis dit, enfin là, j'étais sereine et je me disais, bah, je vais abandonner ici. Mais j'étais sereine avec l'abandon. Je me suis dit, ben, l'aventure se termine ici, c'est pas grave, j'aurais fait tout ce que je peux, voilà. Mais j'étais même pas triste, je pleurais pas. J'étais tellement bien sous cette couverture de survie, il faisait chaud, j'étais bien, je me reposais, je dormais. Je disais, bah voilà, c'est fini ici. Puis ils m'ont bandé la cheville, ils m'ont dit, essayez de vous lever, donc je pouvais pas poser le pied par terre. Et je me dis, bah c'est bon, c'est fini quoi. Et voilà, donc en fait, j'avais 3 personnes qui m'accompagnaient. C'était mon père, une, très bonne copine et un très bon copain, Anne-Charlotte et Anthony. Et puis, enfin, bon, je te fais, le fast forward parce que ça a duré 2 heures, hein. J'ai été 2 heures à l'infirmerie et quand je me relève, j'appuie sur mes bâtons comme si c'était des béquilles et je pouvais vraiment pas poser le pied par terre et en fait, il y a eu 3 électrochocs. C'est comme si j'étais en mort, cérébrale et il y a eu 3 électrochocs. Donc le premier, c'est une docteure, qui était là, une, Française, ou une infirmière, les cheveux courts, blonde, assez dynamique. Elle dit, «Bon, il vous reste 45 kilomètres, mais en même temps, vous avez 20 heures devant vous pour les faire quoi, ou 24 heures». Et là, ça fait poum poum dans mon cœur. Je fais: «Ah, peut-être que c'est faisable». Après, on essaie de marcher et cetera. Et et puis enfin, j'avais du mal à poser le pied, mais bon, je commençais un peu à y arriver et cetera. Et je dis à mes 3, les 3 personnes qui étaient avec moi, je leur dis: «Bah, j'aurais jamais été d'INF dans ma vie, bah, ce sera sur l'UTMB, c'est pas n'importe quel d'INF quoi, sur l'UTMB». Donc je dis: «Bon, bah, c'est bon, c'est fini». Et mais ah oui, je leur avais dit: «Je veux pas savoir mon ranking et cetera». Donc ils m'avaient rien dit pendant toute la course et je dis: «Bon, bah, maintenant que c'est fini, vous pouvez me dire j'étais combien?» Et ils me disent, ils se regardent entre eux et ils me disent: «Tu es sûre que tu veux savoir?» Je dis: «Bah, ouais, vas-y, j'étais combien?» Ils disent: «Alix, tu es 12e féminine». Je dis: «Quoi?» Alors là, j'ai halluciné. Je dis: «Quoi? 12e féminine?» Et là, un deuxième poum poum dans mon cœur, j'ai fait: «Oh!» Je me suis dit: «Waouh, tu es 12e sur l'UTMB, quoi». Féminine. Et j'étais genre 100, je sais plus, 130e, un truc comme ça sur 2 500 coureurs. Alors là, ma tête, elle a fait un petit tour. Elle a dit, «Non mais attends, tu es 12e féminine, il te reste 45 kilomètres, tu en as déjà fait 120, 125, peut-être qu'il y a moyen de le terminer, quoi». Alors là, mon corps, il a répondu différemment. Le pied, il a dit: «Ah bah, en fait, je peux peut-être courir». Et donc bah, je suis partie, clopin-clopant comme j'ai pu et puis voilà. Et donc voilà, je vais aller vite maintenant, mais en gros, les 45 derniers kilomètres, ça a été très chaud. J'ai jamais pleuré, mais en fait, j'étais super déçue de moi. Je me disais, «Comment tu as pu arriver 12e jusqu'au 125e kilomètre et après tu fais de la merde comme ça?» Enfin, j'ai fini en gros en marchant, j'avais mal. J'avançais plus. J'ai failli abandonner, aux 2 ravitaux, gros ravitaux suivants à Trian et à Valorcine. Mais je me suis dit: «Non, c'est bon, tu es arrivé jusque-là, tu le finis. Même si tu le finis en 46 heures, tu le finis». Et voilà. Donc ça a été une réponse très longue, mais donc première phase, grosse allégresse. Deuxième phase, la nuit. Et troisième phase, la lutte. Et j'ai mon pote Anthony qui m'avait glissé à l'oreille genre au ravito de Trian, il m'a dit, «Tu es mon phénix». Ça m'avait un peu donné des ailes pour continuer et terminer la course. Donc voilà. Donc ça allait, tu vois, j'aurais préféré que ce soit dans l'autre sens, genre lutter au début et finir sur une belle note. Et en fait, c'est allé décrescendo. Et en fait, là aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait, blablabla. Mais je suis arrivée, les gens ils me disaient: «Ah félicitations, félicitations». Et j'étais: «Ah mais félicitations pourquoi? Enfin, j'ai fini la course en marchant, un UTMB en marchant. Enfin, c'est nul». Donc j'étais vraiment dépitée à la fin. Voilà. C'est hyper riche ce que tu partages. L'arrivée à Champé, donc attends, si je résume, t'arrives en gros, t'es complètement sèche Ouais. parce que pas assez alimentée. Il y avait un sujet d'hydratation aussi, tu penses ou pas? Non, 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 en fait, j'avais C'était pas mangé. Mais surtout, je m'étais tordu la cheville et j'avais les genoux, vraiment qui faisaient mal, quoi. Et là aussi, c'est pour ça que je me détestais. Je me dis:
Attends, tu viens de mettre 9 mois de ta vie, entre parenthèses, à t'entraîner. Tu vas à la salle de sport, tu fais du yoga, tu fais blablabla, et tes genoux, ils tiennent pas. Mais qu'est-ce que tu as fait de mal? Mais pourquoi? Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est ton plan d'entraînement? Est-ce que c'est toi? Est-ce que t'es en fait? Et là, une conversation vraiment négative dans ma tête en disant, mais en fait, t'es pas faite pour le trail. Pourquoi tu t'es mis là-dedans? Tu le mérites pas. T'es pas du tout au niveau. Faut arrêter. Faut changer de sport. Blablabla. Enfin, Waouh. très très négatif dans ma tête, quoi. Après, Et ça, j'ai tu t'en es rendu recapacité. compte, est-ce que tu t'es mis un stop, un holà à un moment donné pour te dire, attends, oula, trop de pensées Mmh, négatives, je suis en train de tomber là, je me bah, remobilise pas et... trop. Franchement, pas trop. Et je te dis, je suis arrivée à la ligne d'arrivée, j'arrêtais pas de demander pardon à mes assistants. Je leur disais: «Ah, je suis désolée, je suis arrivée C'est tard, vous vrai? avez» bah, eux aussi, ils ont fait 2 nuits blanches, quoi, à m'attendre, à me suivre et cetera. Je disais: «Je suis désolée, pardon», puis vraiment, enfin, tu vois, dans la dernière descente, je croisais des gens qui venaient, enfin, des supporters qui venaient voir leur famille ou je sais pas quoi. Ils me disaient: «Bravo, bravo». J'étais là, enfin, je leur répondais pas, mais dans ma tête, je disais: «Mais bravo, pourquoi, quoi? Je suis pitoyable». Enfin, dans ma tête, je me disais: «Tu es pitoyable, tu es ridicule, qu'est-ce que tu fous là? Tu as pas ta place ici». Enfin, j'étais méchante dans ma tête, quoi. Enfin, je me suis, le holà, comme tu dis, je l'ai mis, mais genre, peut-être le lendemain ou le surlendemain. Mais ouais, c'était pas un beau dialogue que j'avais dans ma tête. C'est quoi la leçon, alors peut-être pas la leçon, mais ce que tu retires de cette expérience, tu vois? On va dire de cette dernière section dont tu parles, le combat, la lutte. Hem, alors il y en a plusieurs. J'ai un ami qui est, guide de haute montagne et quand je lui ai raconté tout ça, il m'a dit, enfin, il m'a écrit après. Il m'a dit: «Tu sais, parfois la victoire, c'est savoir arrêter». Ça peut être une victoire, ça aussi. Donc mais non, mais là, je me suis dit, si j'ai fini, voilà. Alors la leçon des 45 derniers kilomètres, c'est, ben, je pense, lutter jusqu'au final, et puis aussi ah oui, l'autre leçon, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé: «Mais comment tu as fait pour tenir? Comment tu as fait si tu avais si mal?» et cetera. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que l'UTMB pour moi c'était pas juste un truc d'ego, quoi. Enfin, je le savais déjà, mais j'ai senti vraiment que c'était au fond de moi, tu vois? Là, je te montre mon cœur, mais je le sentais là, quoi. Je me disais, heu tu peux le finir. Tu as la capacité mentale et physique de le finir et c'est ça la leçon. C'est pas, dire: «Ah bon, bah, ça va pas», enfin, pas s'arrêter au premier obstacle, quoi. C'est, heu, c'est essayer, continuer et puis, c'est un peu la théorie des petits pas. Tu vois? Quand j'ai repris après Champek, je me dis: «Allez, je vais jusqu'au prochain ravito et au pire, je m'arrête au prochain ravito, mais au moins j'aurais fait, 150 kilomètres, pas 120». Et et voilà, donc c'est tenir, lutter et puis se reconnecter à pourquoi tu es là aussi, et Mmh. avoir ton purpose bien, bien clair. Est-ce que je suis là pour pouvoir faire ma petite publication Instagram, j'ai fait l'UTMB? Ou est-ce que tu es là parce que tu vas chercher un truc beaucoup plus profond, quoi? Et moi, j'étais là pour chercher beaucoup plus profond. Voilà. Et tu l'as trouvé? Ben, ouais. Tu dirais que c'est quoi, du coup? Hem Bah, c'est un peu la force intérieure. Voilà, je vais rentrer un peu dans la philosophie, dans la profondeur et cetera, mais tu vois, il y a des gens qui disent, ouais, courir un ultra, c'est comme, aller chercher sa limite. Mais pour moi, c'était voir pas jusqu'où je peux aller, parce que je pense que je peux même aller encore plus loin, mais je me suis rendu compte que en fait, ça m'a permis de voir que j'étais capable de faire des trucs qui me faisaient peur, que j'étais capable de faire des trucs qui enfin, il y a des gens qui m'avaient dit: «170 kilomètres, Alix, pas sûr que tu y arrives la première fois, mais c'est pas grave si tu y arrives pas la première fois». C'était un peu me prouver que j'ai cette force. Ouais. Et tu penses que ça va impacter comment, la suite de ta pratique du trail ou même, tu vois, d'un point de vue professionnel? On n'a pas encore parlé de ça, mais cette expérience et même c'est quand même super frais là, on enregistre, on est le 12 donc tu es arrivé Ouais, il y a moins de 2 semaines. ouais. Est-ce que tu conçois déjà le fait que ça aura potentiellement un impact sur des décisions que tu auras à prendre, sur l'orientation que tu vas donner à ta carrière? Hem, ou tu penses que c'est peut-être trop tôt encore et qu'il y a besoin de digestion? Non, mais en fait, ça me donne une force et ça me donne en fait, ça te donne de la confiance en toi, tu vois? Quand tu finis ça, tu dis: «C'est bon, je peux encaisser» et en
en fait, je me sens vachement plus capable de prendre des décisions rapidement. En fait, je sais ce que je veux maintenant. Enfin, ça me renforce dans ça. Genre, je sais ce que je veux, je sais dire oui, je sais dire non, je sais dire bah, ma priorité c'est ça. Si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fiche. Au bureau, dans ma vie professionnelle, quoi. Mes priorités, elles sont super claires et et puis je vais sur elles, quoi. Je fais moins de compromis, je vais plus vite. Franchement, je sens que ça renforce la confiance en soi et la détermination. Et, et ça me donne comment on dit, peace of mind. Enfin, je suis super claire. Ouais, ça me donne beaucoup plus de. Enfin, je sens que ça a renforcé ma clarté et ma vision de ma vie. Waouh. Ça, c'est un bénéfice intéressant quand même. Ouais. Bah, je pense que tu l'as eu quand tu as terminé la PTL aussi. Tu étais fière de toi, tu t'es senti fort, etc. Donc, je pense que c'est quand tu termines un, un challenge comme ça, c'est un peu le genre de sentiment que tu peux avoir, même si ça a fait mal. Même si ça fait mal, ouais. Mais on me l'avait dit après la PTL. T'as D'ailleurs, pas toi, senti ça, toi? bah, si, ouais, si, dans l'instant, je dirais qu'il m'a fallu quand même, tu vois, c'est pour ça que je te demandais si tu avais le sentiment qu'il fallait du temps pour digérer encore, parce que moi, la PTL, il m'a fallu quand même un bon moment avant de me Mm. dire, ok, c'était une expérience de ouf, Mm. j'ai beaucoup appris, etc. En fait, si tu veux, il m'a fallu du temps pour vraiment ne conserver que le positif Mm. et laisser un peu de côté toutes les sections vraiment, mais tellement Ah, dures qu'on a fait. Tu vois, alors, ça, je j'ai mis pense du temps à que ouais, l'oublier. je pense que j'ai fait pareil que toi, sauf que moi, je l'ai fait sur 32 heures et toi, tu as Ouais, fait 6 jours ou 7 jours. Donc ma c'est en récupération, 42 elle a heures, ouais, été c'est ça. proportionnelle à Ouais, à ouais. la durée de l'effort. Mais effectivement, moi, je te dis, le lendemain, j'étais encore un peu gna gna gna, j'ai pas fait une bonne perf, gna gna gna. Et après, en fait, mais c'est vrai que ça m'a pris une semaine à processer mes émotions, quoi. Donc moi, j'écris beaucoup, ça m'a beaucoup aidé d'écrire, d'analyser un petit peu ce que j'avais fait. Ça m'a aidé d'en parler. Et puis, j'ai déjà enregistré mon petit podcast sur Ahorita en espagnol pour Yes. expliquer ma course. Et ça m'a fait du bien. En fait, ça m'a fait une espèce de psychothérapie. J'ai sorti des trucs. Et en parler, je pense que ça fait du bien parce que tu mets des mots sur tes émotions. Et là, tu vois, tu me poses des questions, tu me fais réfléchir. Ça m'aide aussi à processer le truc, quoi. Hmm. Tu me fais penser là en parlant de ta déception par rapport à la performance. Alors c'est un partage, hein, je ne suis pas du tout en mode donneur de leçons ou autre, mais un truc que j'avais découvert parce que mon approche sur pas mal de trails, etc., c'était aussi plutôt un chrono, tu vois, ou Ah. en tout cas il y avait cette notion de performance. En repréparant du contenu pour mes programmes de préparation mentale, j'ai refait un focus sur le type d'objectif qu'on Mhm. peut se définir, tu vois, quand on Mhm. prépare une échéance, un entretien, enfin Mhm. bon, bref. Mhm. Objectif de performance qu'on évoquait, objectif de résultat, et qui est un peu différent, et objectif de processus, qui est au final, par exemple, tu vois, réussir à mener de front une vie pro stimulante, Mhm. ce que tu as à Madrid, et en parallèle, enchaîner des heures et des heures d'entraînement sur différentes disciplines, etc. Et en fait, le constat scientifique, c'est que pour tous les sportifs de haut niveau, tous les sportifs, je vais arriver, tous les sportifs et sportifs de haut niveau qui mettent en place en fait le triptyque, c'est-à-dire un objectif de résultat couplé à un objectif de performance, couplé à un objectif de Le processus, en processus. fait, c'est là que finalement tout se rejoint et que tu as des sportifs et des sportives qui sont les plus épanouis et les plus Et ce serait performants au quoi sens global du terme. comme exemple? Parce que tu dis Ça objectif serait de performance, résultat et processus. Donc c'est ouais, quoi? bah, objectif de résultat, ce serait par exemple être, je sais pas, top 3 féminine. Mhm. Donc, objectif de résultat, c'est en fait, tu te compares à Mhm. d'autres. Mhm. Objectif de performance, ce serait réaliser mon meilleur temps sur, je sais pas, 30 kilomètres. Mhm. Donc là, en fait, c'est toi, tu te compares à Mhm. toi, ton Mhm. historique à toi. Et objectif de processus, ça serait, alors tu vois, je t'ai parlé de vie pro, vie perso, mais ça pourrait être le processus, ça pourrait être avoir des transitions de plus en plus rapides, Mhm. tu vois, de plus en Ok. plus efficaces, Mhm. ou diviser par deux mon temps de transition par rapport à ce que je faisais sur un trail précédent. Et en fait, quand tu te focuses sur trois types d'objectifs Mhm. légèrement différents, mais qui finalement vont tous dans le même sens, bah, c'est là où tu as une performance globale qui est la meilleure. Donc voilà, Ok. petit partage pour étaler la confiture sur la tartine.
Ok. Et ben la question qui me vient forcément, c'est maintenant que ce rêve est accompli. Déjà, est-ce que tu dirais que rêve versus réalité, il y a eu un écart plus important que ce que tu avais imaginé ou pas? Mmh, non. Non et en fait, même, bah, j'ai eu ce que j'étais venue chercher, quoi. Je savais que ça allait être difficile et bah, oui, ça a été difficile et mais ça a été difficile à la fin, c'est ça qui m'a un peu frustrée. Ça allait tellement bien au début, après je pense que c'est la réalité qui a dit: «Oups, j'ai un peu trop lâché sur le rêve, maintenant je vais lui faire, voir, vivre la réalité». Non mais le ouais, tout était là, et ça s'est même encore mieux passé que ce que j'imaginais, quoi, c'était fou. Si c'était à refaire, c'est quoi que tu changerais du coup sur la dernière section? Ça serait vraiment l'alimentation? Pour toi, c'est là Non et que ça a puis, pêché? je pense que dans mon entraînement, il faut que je fasse un truc pour mes genoux et j'en ai Hmm. parlé un peu autour de moi parce que c'est une question qui m'a taraudée pendant les 45 kilomètres. J'étais là: «Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait?» Je mettrais du vélo. Je mettrais plus de Ah cross oui. training et peut-être courir moins et faire plus de vélo. Donc du coup, pour, renforcer les quadris et mettre moins d'impact peut-être, pendant l'entraînement. Donc ça, c'est premier truc. Deuxième truc, je travaillerai les descentes parce que déjà, enfin moi, je suis pas bonne en descente, enfin je suis assez lente. Et du coup, je suis sur la retenue et je pense que c'est ça aussi qui tire sur les genoux. Hmm. Donc, plus travailler les descentes, faire vraiment du travail, plus focus sur les descentes. Et puis me poser plus au début, manger, peut-être partir, peut-être, beaucoup plus consciemment, me retenir un petit peu plus sur les premiers kilomètres. C'est vrai qu'ils disent souvent, que tout commence dans la deuxième partie de course, donc à partir de Courmayeur. Moi, je dirais même à partir du col Ferret. Voilà, donc ce seraient les 3 trucs. Bah écoute, la prochaine fois que tu viens à Aix, on va se faire quelques descentes bien techniques à la Sainte-Victoire. Et cette fois-ci, j'essaierai de ne pas être malade et de ne pas cracher mes poumons pour que tu puisses vraiment t'entraîner. Merci, merci coach. Hem, la suite, du coup, est-ce que tu as déjà un nouvel objectif Non, je suis sur encore en lequel train tu de penses te lancer? processer le truc, mais pour être honnête avec toi, donc je suis passée par la phase, le trail c'est pas pour moi, c'est fini, là là là, à je veux ma revanche sur l'UTMB, je veux bien le faire et voilà. Je me dis: «Est-ce que là, j'essaie de le refaire l'année prochaine?» Bon après, il faudrait rentrer dans la loterie, blablabla, voir si je suis prise et cetera. Donc enfin je sais pas, j'aimerais bien le refaire mieux et puis sinon, bon, bah, ceux qui ont fait l'UTMB, ils disent: «Ah, après c'est la Diag», mais bon, la Diag, c'est autre chose, quoi. Il fait chaud, c'est sans bâton, c'est loin, donc je sais pas. Non, non, j'ai encore pas d'objectif. Je préfère, digérer un peu ça, Ouais. mais et puis aussi, je pense que, bah, pour être honnête, je pense que je suis allée trop vite. Tu vois? De passer d'un 60K il y a 2 ans à 170K là, en 2 ans. Bon oui, je l'ai fini, mais je suis pas sûre que j'étais vraiment au niveau. Donc peut-être faire plus des 100K. J'ai bien aimé la distance des 100K, donc peut-être faire, plus de 100K, voilà. OK. Génial. Est-ce qu'il y aurait peut-être, toi, un dernier message que tu voudrais faire passer, tu vois, celles et ceux qui nous écoutent, qui osent pas trop se lancer? Alors ça pourrait être sur un UTMB ou sur un autre type de défi qui leur fait un peu peur justement. Qu'est-ce que toi, tu aimerais leur dire maintenant que tu as réalisé ça? Et ben, alors le premier point, c'est si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment grands. Donc en fait, se mettre un gros objectif, ouais, ça peut faire peur, mais en même temps, une fois qu'on s'est mis cet objectif et qu'on l'a vraiment intériorisé, bah, tout s'aligne en fait. Et donc se mettre des objectifs qui font peur parce qu'aussi ça fait évoluer dans la vie et ça peut être un objectif sportif, ça peut être un objectif, bah, je parle de ça dans Ahorita, de je sais pas, de changer de pays, de se lancer dans une nouvelle activité, et cetera. Donc un objectif, se mettre un objectif, bon, pas forcément qui fait peur, mais genre qui nous impressionne et où on admire les gens qui le font et on dit: «Oh, est-ce que je serais capable?» et cetera. Donc oser, c'est ça, oser se fixer des objectifs qui peuvent paraître, fous pour nous. Et le deuxième point, c'est ce dont on parlait, avoir la discipline, avoir un petit plan. Et en fait, le petit plan, c'est faire un petit peu tous les jours. Enfin, moi, j'ai jamais couru, j'ai dans les derniers 12 mois, j'ai jamais couru 100 kilomètres. J'ai toujours couru, enfin mon maximum, je pense que ça a été une course de 78 peut-être ou 80. Donc j'ai même pas fait la moitié de l'UTMB avant. Donc en fait, c'est vraiment des petits objectifs. C'est un petit peu tous les jours et c'est ça, c'est de la discipline. Mais une fois qu'on a un vrai objectif, qui a un vrai purpose, qu'on sent, au fond de nous, bah, c'est faire un petit peu tous les jours pour y arriver. En fait,
Moi, il y a 1 an, l'UTMB, je le voyais, je te disais au début, j'en pleurais parce que je me disais: «Ah mais c'est dur, mais comment je vais y arriver? Nanana». Au final, quand tu as ton plan et quand tu dis: «Ben, dans 1 mois, je vais faire une course de 35 kilomètres et puis après j'en ferai une de 42 et puis, là, je vais faire des sorties longues, un petit peu plus longues» et cetera et ben, tu arrives et moi, je te dis, je sais pas, 2-3 semaines avant l'UTMB, j'étais super sereine parce que je me disais: «J'ai f» tu sais, en anglais, ils disent, I do what I got to do. Donc j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. J'ai suivi mon plan. Tous les jours, j'ai fait mon petit tic tic, check, check, check et puis voilà. Voilà, c'est ce que je dirais. Tout est possible. En fait, Excellent. c'est ça mon message. Je pense que tout est possible et c'était un peu le message que je voulais faire. Je me dis, «Oui, je suis une femme, je suis pas la plus jeune, je suis pas la plus fine, je suis pas la plus, sportive, je suis pas la plus» enfin rien, mais si on s'en donne les moyens, je pense qu'on peut vraiment arriver à faire des trucs fous. Et les gens, ils me disent souvent: «Ah mais tu trop forte». Mais non, je suis pas trop forte. Je me suis accompagnée de gens, qui m'ont aidée. Mes assistants enfin les 3 assistants, Anne-Charlotte, Anthony et mon père, enfin je suis tellement, reconnaissante, auprès d'eux, ils ont été là tout le temps. En fait, c'est se donner les moyens, s'entourer, se conseiller et puis vivre, ses rêves, quoi. Voilà. Ça a été un peu long, mais c'est ça. Finalement, est-ce que c'est pas le message que tu retrouves sur Aorita avec tous les invités que tu reçois? C'est pas ça qui ressort un peu, régulièrement? De croire en ses rêves, d'oser se lancer, Ah bah complètement. Oser, c'est ça, c'est oser et ils disent tous ça. Ils disent parce que je fais une petite pub pour Ahorita, mais bon, Ahorita en mexicain, ça veut dire, c'est quand on a quelque chose en tête et on dit: «Oui, je vais le faire un jour, un jour, un jour» et on le fait jamais. Donc moi, j'interviewe des gens qui l'ont fait, qui se sont lancés et en gros, quand je leur dis: «Ça a été quoi ton Ahorita moment?» Quand est-ce que tu t'es dit: «Ah, je vais me lancer?» et ben, c'est parce qu'ils avaient super peur et puis un jour, ils disaient: «Allez hop, j'y vais». Non, c'est en général, d'ailleurs, c'est pas un jour, ils disent: «Allez hop, j'y vais». S'ils font un petit peu, et puis ils disent: «En fait, il y a pas eu de ahorita moment». Ça a été une succession de petites actions. Tu vois, c'est comme toi, quand tu as quitté ton job, quand tu as lancé ton podcast à fond ou quand tu te lances dans tes aventures folles et ben, c'est un petit peu tous les jours. Voilà. tu as du teasing à nous faire sur un prochain invité, complètement Aorita sur ton podcast? Alors non, Ou parce est-ce que que tu pour l'as mis en d'ailleurs, je sais pas, est-ce que tu l'as mis en pause, non, non, pendant j'ai l'UTMB? continué, mais là, du coup, ça a été un peu focus UTMB pour expliquer ce que c'était, pour faire mon feedback et cetera. Là, si je vais en sortir une, d'ailleurs en français, bah, je pense dans 1 ou 2 semaines. Donc elle est coach et elle donc pareil, changement de vie et cetera. Mais elle est coach spécialisée sur, justement l'équilibre, vie pro, vie perso et l'interview avec elle, elle est super agréable parce qu'en fait, elle dit, «We can have it all», mais mais de façon enfin pas à l'américaine, «Ouais, Mmh. on peut tout faire» et cetera. C'est une façon douce de trouver l'équilibre et l'harmonie dans sa vie et heu et voilà. Génial. Après ouais. Non, j'en trouverai d'autres après. Mais là, c'est vrai qu'avec l'UTMB, le mois d'août, j'ai un peu mis le podcast entre parenthèses et j'ai parlé que Bah, tu d'UTMB. m'étonnes, Voilà. tu m'étonnes. OK et ben, écoute, merci Alix, c'était génial ce débrief sur ton UTMB, savoir un peu comment ça s'était passé. Franchement, encore bravo, parce que c'était quand même un sacré gros morceau et je trouve ça super inspirant de t'entendre dire que, bah, tu as commencé le trail il y a finalement, pas si longtemps que ça, que c'était un objectif qui clairement te faisait peur, mais, tu es allé, tu as mis ce qu'il fallait en place et au final, même si le résultat en termes de performance, de classement n'est pas exactement ce que tu étais allé chercher. Moi, j'ai quand même entendu qu'il y a eu des super enseignements et que l'expérience a été quand même assez Ouais. Non, mais folle. juste une petite clarification. En fait, c'était complètement le résultat que j'étais allée chercher. Le seul truc, c'est que enfin, juste pour info, dans le classement, avant le départ UTMB, j'étais 77e féminine dans le classement. Donc moi, je m'attendais à arriver 77e en gros et Ah je ouais, m'étais mis comme objectif 33 heures et en fait mais c'est ça le problème, c'est que quand j'ai su que j'étais 12e et que la projection de temps selon, Livetrade et cetera, c'est que je pouvais le faire en 28 heures, en fait, ça m'a déboussolée ça m'a sorti de mon objectif, mais enfin, faire une paire, faire 32 heures sur l'UTMB, franchement, c'est pour un premier, moi, je suis très contente. Enfin, ah mais je bah m'en ouais. suis rendu compte une semaine après, mais c'était j'ai fait carrément mieux que ce que j'étais allée chercher au final. Mais ça, je te le dis aujourd'hui, il y a une semaine, je t'aurais dit: «Ouais, j'aurais pu faire mieux». Bref.
Comme quoi. Bah écoute, en tout cas, c'était vraiment passionnant de t'entendre nous dévoiler un petit peu l'envers du décor. Bonne convalescence, puisque bah, moi je l'ai vu, t'as encore le doigt tout frappé. Ah oui, j'ai un petit doigt cassé, mais ça va. Ouais, C'est donc juste un petit doigt. bon. Et puis bah écoute, on reste en contact. Je mettrai tous les liens pour Aorita en description de l'épisode. Et je te dis peut-être à bientôt pour un débrief d'une nouvelle aventure complètement folle. Ouais. Merci Loïc, et longue vie au frappé, et hâte d'en entendre plus sur tes prochains invités et ta préparation à tes défis fous de Ironman Yes. Co. Merci Alix. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Alix dans son intégralité. J'espère que son récit de l'UTMB vous aura incité à prendre le départ de vos propres défis. Peut-être d'ailleurs qu'il s'agira de l'UTMB l'an prochain. Quoi qu'il en soit, cet épisode, comme tous les autres, vous est proposé intégralement, gratuitement. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de m'aider à donner de la visibilité à mes invités complètement incroyables, en notant le podcast 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, en ajoutant un commentaire et en le partageant autour de vous. Si vous voulez m'envoyer des feedbacks, vous pouvez le faire comme d'habitude sur le compte Instagram du podcast lesfrappés.podcast ou bien par email à hello@lesfrappés.com. Je vous dis à la semaine prochaine avec un invité qui nous vient de l'univers du trail, qui connaît très bien l'ultra également et qui a réalisé la plus longue course d'orientation au monde. À bientôt les frappés.